Coup d'État ou démocratie, quel modèle pour l'Afrique? Ou autrement dit, peut-on légitimer un pouvoir issu d'un coup d'État face à un régime vieillissant? Bonsoir et bienvenue à Free Opinion. Tel est le thème de ce soir, thème auquel nous allons justement discuter avec les Africains qui sont avec nous sur ce plateau. Messieurs, je vous remercie pour votre fidélité en regardant cette émission et je remercie également tous ceux qui nous ont appelés au courant de la semaine passée suite au thème qui a été développé précédemment. Et pour débattre de ce sujet sur ce plateau, nous avons Monsieur Alpha Cissé, qui est doctorant en sciences politiques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Paul Kaindo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement originaire de Guinée et de la RDC. Et en face de vous, il y a monsieur Soumbolo Kone, qui est originaire du Sénégal. Et de monsieur Opeli Gadji, qui est de la Côte d'Ivoire. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons commencer justement cette émission, soyons sincères avec nous-mêmes, parce que le téléspectateur nous suivait ce soir, pour voir dans quelle mesure nous allons essayer de faire une esquisse sur la question des coups d'État et de la légitimation des pouvoirs issus de ces coups d'État. Est-ce que vous pensez, monsieur Cissé, qu'on peut aujourd'hui légitimer un pouvoir issu d'un coup d'État face à un gouvernement ou à un régime vieillissant qui ne veut pas partir du pouvoir, avant de voir les éléments qui vont suivre? C'est une question assez difficile d'emblée parce que, bon, qui dit légitimité dit quand même qu'il faille avoir un soutien derrière. C'est-à-dire que la souveraineté, une fois qu'elle est contestée par des groupes qui ne sont pas institutionnellement ceux qui sont normalement amenés à pouvoir diriger, comme vous le dites, par un coup d'État, c'est-à-dire donc par une sorte de contrariété qui ne vient pas d'élection, parce que bon, on sous-entend par là que la plupart du temps, seule l'élection peut amener des dirigeants à diriger un État. Mais le coup vient justement à contre-coup, si je peux ainsi dire, de la règle. Et donc, une fois qu'une règle est brisée, est-ce que, oui ou non, est-ce légitime que ceux qui ont brisé la règle puissent diriger? Pour qu'une règle soit brisée, il faut déjà que la règle soit existante. La règle est existante, puisque la plupart de nos pays ont opté pour la démocratie, comme on a coutume de le dire aujourd'hui. Théoriquement ou pratiquement, il y a eu cette forme de démocratie? Théoriquement, c'est la seule façon de gouverner aujourd'hui, en tout cas celle qui a eu à avoir le plus d'adeptes. Maintenant, la question de la pratique, elle est relative à chaque nation. Il n'y a pas de démocratie uniforme, donc chacun l'applique à sa façon, mais effectivement, dans ces règles établies, parce que qui dit démocratie dit on opte pour un système de gouvernement. Quand on opte pour un système de gouvernement, on ne peut pas l'adapter à souhait. Il y a des préceptes de base qu'il faut respecter. Donc, comme je le disais d'emblée, la légitimité est une question assez sensible quand il s'agit de la gouvernance, notamment dans nos pays africains, parce que la légitimité souvent se perd, puisque le peuple qui est souverain, parfois, ne donne plus sa confiance aux dirigeants, mais les dirigeants se maintiennent quand même. D'accord, les dirigeants se maintiennent quand même. M. Kaindo, votre réaction d'emblée? Oui, tout en étant d'accord. Peut-on légitimer un pouvoir issu d'un coup d'État? Pour commencer. Déjà, il faut regretter un coup d'État. Un coup d'État signifie que c'est le recours à une exception. Et une exception signifie qu'il y a d'abord la règle de base. Tous les pays qui ont subi des coups d'État en Afrique, la plupart c'était au lendemain ou une dizaine ou quinzaine d'années après leurs indépendances. Et ces pays ont été colonisés par des pays qui avaient des lois, des textes et des règlements. Et surtout, la plupart de ces pays étaient régis par des démocraties. Seulement, au lendemain, on est arrivé dans des situations où il a fallu assister à des coups d'État, c'est-à-dire des exceptions, où les gens arrivaient au pouvoir contrairement aux pratiques des pays même qui les ont colonisés. Et ces pays ont laissé des textes de base, même si ces textes n'étaient pas aussi exhaustifs que ça, mais il y avait quand même déjà une série de règles à respecter pour diriger. Donc des règles démocratiques. Des règles démocratiques. Alors, tous ces gens qui faisaient recours au coup d'État, la plupart avaient quand même déjà été à l'école, c'est-à-dire qu'ils savaient que voilà comment ça se passe dans des pays démocratiques. Oui, mais c'est pour la part du pouvoir quand même. Oui, effectivement, ils ont dû goûter au pouvoir, le pouvoir qui est quelque chose qui use mais qui corrompt. C'est-à-dire, le pouvoir, ça use, ça corrompt l'esprit. On a tendance à croire que non, le pouvoir m'appartient, je suis né avec, il faut que je meure avec. Et ces différents responsables politiques dans beaucoup de pays africains
Et sachant aussi qu'ils ont dû puiser aussi une partie de cette pratique dans les pratiques ancestrales, c'est-à-dire où on avait un chef coutumier qui transmet le pouvoir à son fils, à son petit-fils, et voilà. Et puis finalement, on va aller vers du coup, il fallait se retrouver à cheval avec une façon de diriger moderne, c'est-à-dire la démocratie, et une série de pratiques anciennes, c'est-à-dire le grand chef qui est là de façon pérenne. Ok. Voilà. Monsieur Gadji, vous, comment vous réagissez déjà comme ça, d'emblée, à cette question de prise de pouvoir par un coup d'État? Peut-on légitimer un coup d'État face à un pouvoir ou à un régime vieillissant? Un régime qui ne veut pas quitter. Oui, la question que vous posez touche à la façon dont un pays est gouverné. Qui doit gouverner un pays? Qui a la légitimité pour gouverner un pays? Est-ce que ça procède des élections, etc. En amont, c'est ce que j'entends. Mais avant d'en arriver au coup d'État, la question qui se pose, c'est est-ce que le peuple, la population a à manger? Est-ce que la population va à l'école? Est-ce que la population a des routes? Est-ce que la population se soigne? Si ces fondamentaux ne sont pas remplis, est-ce qu'il y a légitimité ou pas qu'un militaire dise stop? C'est ça la question en fait. Et moi, je me redis et je me répète souvent sur les plateaux, ici ou ailleurs, qu'on a vu au Ghana, avec Rawlings, que je cite toujours. Et le Ghana aujourd'hui est un pays qui, avec ses insuffisances, un pays qui est debout, mais qui est arrivé à ce stade-là avec un coup d'État venu d'un militaire qui a estimé que trop, c'était trop. Donc pour moi, la légitimité, est-ce qu'elle vient des élections? Les intellectuels africains qui sont là et qui nous écoutent, qui nous regardent, doivent y répondre. Hein, j'ai même vu sur un de vos papiers quel modèle faut-il pour l'Afrique. Je pense que ça sera peut-être demain l'objet d'un autre débat, mais je dis, pour répondre à votre question, coup d'État, oui, mais comment est-il arrivé là? Voilà. Coup d'État, oui, mais comment est-il arrivé là? On y est arrivé parce que celui qui est au pouvoir ne veut pas s'en aller. Monsieur Sombolo Kone. Voilà, Congo Sombolo Kone. Merci, monsieur Kitoko. À moi, à mon avis, c'est-à-dire pour la démocratie, et pour que la démocratie existe, il faut que la classe dirigeante soit choisie par les citoyens. Et que cette classe dirigeante aussi devienne classe dirigée. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire, la dictature, c'est le dernier de recours. Pour faire un coup d'État d'abord, qu'est-ce que c'est que l'État? C'est la souveraineté nationale. Il y a plusieurs sortes d'États. Il y a des États tampons, des États ateliers, des États enclavés. Bon. Chez nous, on a tendance à confondre le pouvoir et la classe ethnique. Dès que je suis arrivé au pouvoir, le pays m'appartient, la nation m'appartient, la patrie m'appartient. Pour moi, celui qui est arrivé au pouvoir par la force, c'est un dictateur. Un libérateur, il vient libérer quelque chose. Comme moi, ma maison est incendiée. Vous venez éteindre le feu, vous me laissez la maison. Pour moi, ceux qui font des coups d'État, s'ils font le coup d'État pour libérer le pays, la nation, la patrie, je leur tire mon chapeau. Mais tel n'est pas le cas des Africains. Mais très souvent, lorsque les coups d'État viennent, les commodités de ces coups d'État, le premier discours qu'ils tiennent, c'est de libérer, c'est d'instaurer l'État des droits, c'est d'instaurer la démocratie, M. Pili. C'est le discours qu'ils tiennent en premier lieu. Voilà, Monsieur Kitoko, devant les caméras. Je suis persuadé, excusez-moi, je suis persuadé qu'ils sont sincères quand ils disent ça. Mais le pouvoir est ce qu'il est. Ça n'est pas propre aux Noirs. Le pouvoir est ce qu'il est. Quand on arrive au pouvoir, on a vu en France, nous sommes en France ici, un président vieillissant qui a fait 14 ans au pouvoir, et qui avait du mal même à remplir ses obligations. Donc le pouvoir est ce qu'il est. Ils sont peut-être sincères au départ. Il faut citer les noms. Nous sommes dans une émission Free Opinion. Il faut citer le nom de ce chef d'État africain. Qui a fait 14 ans et puis qui ne voulait pas s'en aller. Ah non, je parlais de la France. Je parlais de François Mitterrand. Je veux dire que ça n'est pas propre aux Noirs, mais que
quand il faut... C'était en démocratie, quand même. Il était élu démocratiquement. Bien sûr, il est... Non, mais je veux dire que celui qui fait un coup d'État et qui dit « Je viens, comme en Côte d'Ivoire, Gueye, je viens balayer la maison » et quelques mois après, il veut s'installer dans la maison, je me dis en y mettant de l'ordre, quand même. Oui, voilà, je me dis qu'au départ, peut-être qu'il était sincère, et puis les sirènes du pouvoir, il y a l'appât du gain, il y a les ethnies, il y a les intérêts obscurs qui convergent et qui lui disent à l'oreille, mais non, le gâteau, il ne faut pas le laisser à quelqu'un. Et celui qui était venu pour balayer la maison, il veut perdurer. C'est ce qui se passe souvent en Afrique, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, effectivement, à cette question? Moi, je crois que quand même, en tout cas pour juguler les coups d'État, vous l'avez bien dit, les coups d'État, c'est par la force des choses. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, tel le cas du Sénégal, dont je suis natif, 40 ans de pouvoir du même régime, bon, ces personnes qui sont au pouvoir s'enracinent définitivement, ne veulent plus quitter. Il faut qu'il y ait une force, puisque Montesquieu disait que le pouvoir est dangereux. Celui qui a le pouvoir tendra toujours à en abuser. Et il a ajouté, seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. Donc je suis au pouvoir, je suis arrivé démocratiquement, j'empiétine la Constitution, j'empiétine la durée du mandat pour rester au pouvoir avec mes clics. Ça, c'est purement africain. Dans les pays occidentaux, dans 90%, je ne dis pas dans tous les pays africains mais européens, dans 90% des pays occidentaux, la démocratie est appliquée. C'est-à-dire la durée du... Oui. Après une longue période quand même d'acharnement vers la recherche de cette démocratie. Bien sûr, Ils ont bien passé sûr. des siècles et des siècles pour y oui, arriver. absolument. Absolument. Mais il n'y a pas besoin d'aller prendre des siècles. En 58, quand De Gaulle arrive, c'est vrai qu'il n'a pas pris des fusils, il n'a pas pris des chars. Mais bon, quand il balaie les gouvernements éphémérides de la gauche, ça a été un coup d'État. D'ailleurs, François Mitterrand a écrit, suite à ça, son fameux livre, Le coup d'État permanent. Donc, il n'y a pas besoin de remonter à des siècles pour voir qu'ici aussi, il y a eu des coups d'État. Il y a eu des coups d'État. Non, mais nous, on parle de pour arrêter une forme de dictature qui s'était installée. Oui, une forme de déchéance. Voilà. Une forme de déchéance. Monsieur Kido, j'embraye un peu là-dessus. Prenez le cas du Niger. Le Niger produit, quelle est l'une des principales productions du sol du Niger? C'est l'uranium. Vous voyez là l'électricité. Nous avons des centrales nucléaires. La France vit à plus de 80%, l'électricité provient du nucléaire. Mais ce nucléaire, la France ne produit pas de l'uranium. Le Niger en est le producteur. Regardez l'état du Niger. Et voyez ce que cette fameuse classe dirigeante ou élite nigérienne conduit ce pays-là. Demain, il ne faut pas être surpris que quelqu'un, un militaire, dise « bon, stop », à condition, comme il a dit ou vous l'avez dit, à condition qu'ils ne viennent pas pour faire la même chose. À condition qu'ils ne viennent pas faire la même chose, M. Cissé, est-ce que vous croyez à ces discours que tiennent souvent les commanditaires des coups d'État dès lors qu'ils sont au pouvoir, enfin au début de leur prise de pouvoir, lorsqu'ils disent qu'ils viennent libérer et instaurer l'état des droits? Eh bien... Parce que finalement, on les voit s'installer. Complètement, mais la vérité c'est que, comme le disait l'intervenant d'avant, la question c'est surtout, quand on prend le pouvoir par la force, c'est souvent parce qu'il y a une succession d'événements qui ont amené la force à se suppléer à la légalité. Comment cela se passe? Si nous prenons le cas, par exemple, le dernier cas du Niger, le président Tandja s'est fait élire. Au suffrage universel, il est passé. Il a fait démocratiquement, donc. Donc on était en pure légalité. Il a brigué un mandat, un second mandat. Alors, le mandat arrivant à échéance, ce monsieur se dit tout bonnement, écoutez... Il faut tripatouiller un peu la Constitution. Il faut que je tripatouille la Constitution parce que... Non, c'est-à-dire que dans les structures mentales de nos dirigeants, c'est simple. Pour eux, c'est bon.
les règles sont là. Voilà. Je les applique tant qu'elles m'arrangent. Voilà. Une fois que ça commence à arriver à la limite de l'arrangement, que dois-je faire? Le verrou constitutionnel disait, bon, 2 mandats et au revoir. C'est clair. C'est dans leur constitution. L'article 36 le disait clairement. Mais souvent, et c'est là justement le moindre défaut de nos dirigeants, ils se donnent le droit d'interpréter les constitutions. À leur manière. À leur façon, bien entendu, alors qu'il y a des cours qui sont là, qu'ils ont institutionnalisés pour donner le sens véritable des mots du droit. Bon, donc il a voulu forcer, mais fort heureusement, dans le cas de ce pays, bon, il y a eu une sorte de révolte civile. Les gens ont dit « Ah non, on ne veut plus de ce monsieur ». Donc, par la force des choses, les militaires aussi se sont engouffrés dans la brèche et ont dit « Bon, stop maintenant ». Voilà. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et aujourd'hui, bon, on est peut-être dans un régime d'exception, mais le régime d'exception en cas d'espèce se dit être provisoire, Donc, comme la plupart du temps. On peut considérer que ce coup d'État, c'est un coup d'État propre. C'est un coup d'État propre. Dès lors qu'il n'y a pas mort d'homme, on peut dire, bon, malheureusement, c'est plus un système de gouvernement qui est prôné dans ces contrées du monde, c'est-à-dire en Occident, mais malheureusement, en Afrique, il se trouve que lorsque toutes les voies, enfin, tous les moyens qui sont à la disposition, en tout cas légalement parlant, au peuple, n'étant pas possible d'application, que reste-t-il à faire? Le peuple n'étant pas armé, quel est le dernier rempart? C'est pour ça que très souvent, nos militaires s'arrogent le droit de se substituer justement à cette volonté populaire. Bon, fort heureusement, dans la plupart des cas, il y a toujours une période d'euphorie. Mais après l'euphorie, maintenant, la réalité, Vous la confrontez. que devons-nous faire? C'est ce que les militaires se posent comme question. Monsieur Kalindo, votre réaction? Mais je crois qu'il y a aussi... Croyez-vous à ce discours oui, je suis d'accord avec consiste lui. à dire nous venons libérer, Mais, nous venons instaurer l'état de ces droit? gens qui prennent le pouvoir, notamment ces différents dirigeants, est-ce qu'ils ont réellement le pouvoir, eux aussi? Il y en a qui prennent le pouvoir parce qu'on les a poussés à prendre ce pouvoir. Pourquoi? Oui, parce qu'ils avaient envie de prendre ce pouvoir. Et ils avaient envie, mais il y a des structures mondiales, par exemple. On a parlé tout à l'heure du Niger, qui a l'uranium. En Afrique, il y a une certaine pratique, l'absence de l'état de droit. Il n'y a pas de structure. Il y a des personnes. Si lui n'est plus là, est-ce que mon contrat restera valable? Donc, je veux qu'il reste là pour que mes intérêts soient garantis. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un dirigeant? Il dit, ça y est, je dirige le Niger, je dirige la Côte d'Ivoire. Écoutez, la Côte d'Ivoire, je suis assis sur du cacao qui produit tout ce qu'il y a comme chocolat et puis qui garantit les intérêts de Pepsi. Alors, si du jour au lendemain, il y a l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo qui veut s'en aller. Si par hasard, Pepsi estime que non, écoutez, mes intérêts sont liés à la présence de Gbagbo. Donc, du jour au lendemain, ces gens, les multinationales, peuvent faire en sorte que lui, en l'aidant militairement, financièrement, qu'il puisse changer les choses Donc, à sa guise. Et du coup, ça signifie que ces gens, ces dirigeants, pour la plupart, ils sont commandités. ils sont commandités. Ils n'ont pas eu le pouvoir. Ils n'ont pas eu le pouvoir. Ils ont été là, d'abord, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ce sont des pays qui n'ont pas eu d'armée. La seule armée qui est restée, c'était la France. Donc vous aviez les militaires français en Côte d'Ivoire, vous aviez les militaires français au Gabon, vous les avez dans toute la sous-région. Du coup, diplomatiquement, tous ces pays, tous ces dirigeants ont-ils eu le moyen de leur politique? Leur politique était guidée d'ailleurs, parce que pour mener une politique stratégique diplomatique, il faut en avoir les moyens. Avoir les mains libres. Ça signifie aussi. qu'aujourd'hui, il faut avoir les mains libres. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les actuels dirigeants du Niger ont-ils le moyen de dire non à Areva? Je ne pense pas. Parce qu'en France, on n'est pas prêt à dormir dans le noir. Oui, Ne pas avoir de la matière première pour les centrales nucléaires. Donc, du coup, beaucoup de dirigeants, par la force des choses, se sont retrouvés aussi, malheureusement, pour le malheur de leur peuple, obligés de se retrouver où ils étaient, à la fois au profit des gens qui sont commanditaires de leur pouvoir, et pour leur bien-être personnel aussi. D'accord. Monsieur Opedi, Non, mais j'entends ça, j'entends ce discours-là, mais disons que c'est un discours que je n'accepte plus vraiment. Oui. Je ne l'accepte plus. Parce que je ne nie pas les influences extérieures dans comment diriger les pays africains. Je ne le nie pas. Mais quand même,
Depuis 60, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants. Il y a ce jeune homme qui est doctorant, il a des parents ou des amis qui sont des ingénieurs, qui sont des professeurs, qui sont des avocats, qui sont tout ce qu'il faut. Donc, un moment vient où des gens, des Africains peuvent prendre leurs responsabilités. Je nie pas ces influences-là. Prenons le cas du Cameroun. Attendez, Monsieur Biya, nous sommes en démocratie au Cameroun, non? Si je ne m'abuse. Bien entendu. Bon. Soi-disant. Ben voilà, ça fait plus de 20 ans. Je ne sais pas combien d'années que ce monsieur-là, il est au pouvoir. Depuis 84. Ben, depuis 80. Ben, voilà. Mais attendez, vous pensez que cette fameuse démocratie-là fait avancer le Cameroun? Vous pensez qu'il suffit de dire qu'il y a des influences extérieures pour ne rien faire dans ce pays-là? C'est-à-dire, ça dépend aussi de la manière dont le peuple lui-même conçoit cette démocratie ou la manière dont il juge ses dirigeants. Bien sûr, c'est bien aussi sûr. ça. L'Africain, on ne peut pas éternellement dire que tous nos maux viennent de l'Occident. Voilà, donc coup d'État ou démocratie, quel modèle pour l'Afrique? Nous allons illustrer ces cas parce que nous venons de parler du Niger. Nous allons regarder un petit élément justement pour nous permettre de comprendre comment ça s'est passé au Niger. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, dont je suis le porte-parole, a décidé de suspendre la constitution de la 6e République et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues. Nous appelons l'opinion nationale et internationale à nous soutenir dans notre action patriotique pour sauver le Niger et sa population de la pauvreté, du mensonge et de la corruption. Voilà, dissoudre donc toutes les institutions et leur faire confiance, M. Opeli. Non, mais un coup d'État militaire. Voilà de la manière dont ça s'est fait en Afrique. C'est dramatique. On dissout les institutions. Oui, l'enfant d'Afrique que je suis, j'ai de la peine quand je vois ça. Et je n'en veux pas à ce monsieur qui parle, mais comme il le disait Oumar, c'est ça? Cissé. Comme le disait Cissé tout à l'heure, il y a tout ce qui est en amont, qui fait qu'on en arrive là. C'est dramatique. Nous sommes là sur un plateau de télévision, nous sommes en Europe, en France, nous parlons, attention, on ne dit pas que nous détenons des vérités, on ne dit pas que si on nous met demain à la tête des États africains, tout va briller comme... non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on dit. Mais on a mal à notre être africain quand on voit qu'on est condamné. Que demain un caporal ou un sergent peut venir dire j'ai dissous, à partir d'aujourd'hui il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de cela. Derrière ça il y a la faillite, une faillite gravissime des élites africaines. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, lorsqu'il tient un discours du genre, on dissout toutes les institutions, c'est-à-dire on dissout même la valeur de l'État. Ah oui, mais... Toutes les valeurs qui en découlent. Non, tout doit se référer maintenant à ce monsieur qui parle. Et à ceux qui l'entourent, bien sûr. Et aux intérêts qui sont derrière, bien sûr. Tout est dissous. Tout est dissous et on n'a plus d'État. Et sur quelle base vont-ils fonctionner leur manière de gouverner? Donc ils ont un style à eux. En quelque sorte. Ah oui, mais l'État, c'est eux. L'État, c'est celui qui parle. L'État, c'est le monsieur qui a pris les armes, qui a dit, bon, l'Assemblée nationale est dissoute, tel Parlement est dissous. C'est lui l'État. C'est lui l'État. C'est lui l'État. Et il va organiser dans les jours ou les mois qui suivent... Selon sa convenance. Selon sa convenance. Jusqu'à ce que demain encore, s'il n'y arrive pas, un autre puisse... refaire un autre coup d'État. En tant qu'Africain, ça fait mal. Monsieur Ngongolo Sumbulu Kone, comment jugez-vous cette prise de pouvoir au Niger par un coup d'État, comme on dit tout à l'heure, M. Cissé, que c'était un coup d'État propre? Alors, ce discours-là qui consiste à dire on dissout toutes les institutions, quelle est votre interprétation de Monsieur Kitoko, pour moi, et pour les gens qui discutent avec moi, pour nous, un coup d'État n'est autre chose que de la pure dictature.
quel que soit le régime. Oui, mais il y a une démocratie qui s'est installée, un pouvoir La démocratique démocratie qui ne veut pas respecter non plus la constitution établie. Voilà, ça existe. Est-ce que c'est le Niger, cas du Niger. Voilà. Quelle est votre analyse? Bon, lorsqu'on veut libérer un pays, libérer les autochtones, les nationaux, s'agissait-il d'une libération, là, le cas du Niger? c'est pas de la libération, c'est plutôt du renversement du pouvoir qui n'exerce plus ou qui n'arrive plus à faire son travail. Il était de gouvernant. Oui, à échéance de son mandat aussi. Hein, voilà, Mamadou à Tandja. échéance du mandat. Vous savez que le pouvoir, pour conquérir le pouvoir, il y a différentes manières de conquérir le pouvoir. On peut conquérir le pouvoir par la persuasion, le dialogue, comme chez nous on dit le taranga. On discute entre nous, ça c'est la persuasion, la conviction, convaincre les gens pour arriver au pouvoir. Et on peut aussi recourir à la force, à la violence. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est peut-être parce qu'ils en ont marre de l'enracinement du pouvoir. Mais aussi, ce n'est pas une méthode de démocratie. La méthode de démocratie, ça consiste tout de suite aux gens qui ont les armes de libérer les nationaux, mais aussi de programmer une élection pour que la démocratie soit instituée, restaurée. Ça, mais lorsque moi je suis militaire, capitaine ou général, quelque chose comme ça, je suis entouré de 100 000 hommes. Je dépose les gouvernants et je me substitue à leur place. Là, je suis dictateur. Qu'est-ce que je peux faire? Les caisses sont vides. Comment faire pour renflouer les caisses, pour rassurer les populations? Donc, les militaires qui interviennent comme ça, moi je crois que ça se passe dans beaucoup de cas dans les pays du Nord. Non, dans les pays du Sud plutôt, les pays en voie de développement, comme le cas de Colombie, comme le cas d'Algérie, j'en passe. Donc, les militaires, moi je crois, M. Kitoko, dans beaucoup de cas, tout Africain, pour moi, est monarque. C'est un roi, quoi. Tout Africain rêve du pouvoir de domination, l'ambition de l'Africain, quel que soit Alpha, même s'il est de la classe 0, il a tendance toujours à se prendre pour roi, à dominer, à être au pouvoir. Donc c'est l'avidité, l'amour du pouvoir, l'ambition du pouvoir qui pousse ces gens, ces militaires. Et d'ailleurs, monsieur qui a parlé là, le militaire qui a parlé là, je ne sais pas si c'est Bozizé ou autre chose. Non, pas Bozizé. Bon, son lieutenant. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Son entourage va dire c'est maintenant. Pas Bozizé, Bozizé, c'est un centrafricain. Ouais, j'ai bien compris. Mais son entourage va dire maintenant. Il vous a marqué Bozizé aussi. Oui, aussi. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Son entourage va dire maintenant. Ouais. Vous avez le pouvoir en main. Ouais. Vous êtes auprès de la caisse. C'est le moment de vous enrichir. De vous enrichir. Mais comme il a dit là, moi je suis très d'accord avec vous. Il faut se soucier des citoyens, de la population. C'est ça, la démocratie. Mais ça n'existe pas en Afrique. Dès que moi je suis l'homme... Est-ce que je peux tenter? Oui, pardon, peut-être chez vous allez très loin. Oui. En fait, je souhaite tempérer ce point de vue. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la question qui sous-tend le coup d'État en Afrique, dans ce cas d'espèce notamment, c'est quelles sont les voies de recours qui existent pour le peuple? À supposer que le peuple détienne vraiment la souveraineté, c'est-à-dire que le pouvoir ne peut venir que du peuple. Si le peuple se sent brimé et qu'il n'a aucune voie particulière de recours, comment renverser des dirigeants que nous, à présent, on estime illégitimes et qui se cramponnent au pouvoir et qui, en se cramponnant justement, détiennent une partie de ce pouvoir de coercition qui est donc l'armée. Parce que la plupart du temps, les forces de police dans nos pays sont vraiment de petites forces. C'est souvent l'armée qui représente la véritable force de coercition. Bon, alors, si on est d'accord sur ce principe, la question maintenant c'est, est-ce que ce que certains ici appellent dictature, ou bien, comme vous l'avez dit vous-même, c'est une dictature parce qu'ils ont pris le pouvoir par la force. Oui, mais le pouvoir annule le pouvoir. Il faut deux pouvoirs pour pouvoir s'annuler, n'est-ce pas? C'est un principe qui est à la base de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est clairement établi. Maintenant, comment est-ce qu'un peuple démuni, qui n'a pas les moyens de s'opposer frontalement à ses dirigeants, peut-il faire comprendre à ces gens que, bon, écoutez, vous ne convenez plus à ce que nous attendions.
C'est pas possible. Donc, là, pour aller un peu plus en profondeur, on dira que c'est un principe qui est à la base de ce qu'on a communément appelé l'analyse systémique. C'est-à-dire, dans un système qui est clos, comment est-ce qu'on peut faire remonter des revendications? Si le système ne se discrédite pas lui-même, il ne peut jamais tomber. La seule façon, c'est qu'il y ait une faille à l'intérieur du système. Or, les failles dans ces différents pays, c'est souvent au sein de la Grande Muette. C'est-à-dire que très souvent, les généraux qui sont des oligarques qui profitent du pouvoir en place n'ont pas intérêt à voir ce pouvoir tomber. Pourquoi? Très souvent d'ailleurs, c'est pas au sommet des hiérarchies militaires que le coup d'État se fomente. C'est très souvent des petits caporaux, comme vous disiez, des lieutenants. Parce qu'effectivement, c'est eux qui en ont marre et qui, quelque part, relayent le ras-le-bol des populations. Parce que, vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un renversement, les populations sortent et crient « Hourra, hourra » à tout va. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le ras-le-bol était là depuis longtemps, mais ils ne savaient pas comment l'exprimer. Et surtout, ils ne savaient pas comment changer le régime. Donc, je crois qu'on peut dire que ces renversements sont souvent... Oui, je veux relever une chose. Il ne faut pas... Moi, je ne partage pas cela et je ne voudrais pas laisser dire que la soif du pouvoir, les monarques, ils sont seulement en Afrique. C'est faux. Les coups d'État, c'est seulement en Afrique. C'est faux. Ça n'est pas vrai. On n'a pas besoin de remonter dans des siècles passés. L'attentat du Petit Clamart avec Bastien Thierry, qui a été fusillé, c'est dans les années 60, en France. Bastien Thierry, qui a voulu sortir de Polytechnique, a voulu assassiner le général de Gaulle. On n'est pas en Afrique, là. En 1974, nous sommes au Portugal, le coup d'État. On n'est pas en Afrique, là. L'Espagne de Franco, ça n'est pas l'Afrique. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique. C'est pas seulement l'Afrique. On trouve le style on remonte dans le temps. Moi, je parle de l'Afrique. Les coups d'Afrique. L'Africain, on se connaît. Bon, ici, bon, quelquefois, il y a un fou même qui peut s'en prendre au pape. Même s'il n'est pas politique. Un fou peut s'en prendre à une autorité en vue. Ça n'a rien à voir avec l'ambition d'accéder au pouvoir. Mais ce que je vous ai cité, c'est l'ambition d'arriver au pouvoir. Je ne vous dirai jamais que vous dites faux. Je donnerai seulement mon argument, parce que je suis très éduqué, je suis sénégalais en plus. Voilà. Je ne dirai jamais que vous avez dit faux. Je donnerai mon argument. Je vous dis que ce que M. Cissé a dit là, moi je le partage. Le coup d'État, ça s'est passé en Colombie, ça se passe partout dans les pays du Sud. Ça se passe même en Occident. Même en Occident, mais au moindre degré, maintenant, en France, qui peut imaginer que la dictature va venir en France, au militaire va renverser au civil. Parce qu'il y a déjà la démocratie. Voilà, il y a la démocratie. On parle de démocratie, monsieur, calmez-vous. La démocratie, c'est-à-dire, c'est les dirigeants, c'est la société qui nomme les dirigeants. Nous, vous êtes là, à la place de nos rois. Vous nous gouvernez. Et la démocratie, c'est par les voies électives. Donc, la prochaine fois, on élit encore une autre équipe. La classe dirigeante devient classe dirigée. Mais ça n'existe pas en Afrique. Sauf 2 pays, 3 pays que je peux citer. Le reste maintenant, c'est par des coups bas, par la dictature. Ce qu'il a dit, moi je partage son point de vue. Je ne dirai jamais que vous avez menti, puisque moi je parle partout où vous avez faux. Moi je dirais seulement que les libérateurs, vous venez éteindre l'incendie de ma maison, mais livrez-moi la maison, ne l'occupez plus. Là, je suis d'accord avec vous, les militaires. Comme je vous l'avais cité tout à l'heure, Montesquieu disait que le pouvoir est dangereux. Seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir, il l'a dit d'une autre tournure. Jean-Jacques Rousseau aussi, dans le contrat social, a dit la même chose. C'est pour ça la part on n'a pas besoin de Rousseau. On n'a pas besoin de Rousseau aujourd'hui, en tout cas. Donc, moi, ce que je vous dis là, si les militaires ou n'importe quelle force qui vient déloger les faiseurs de troubles, qui ne gèrent pas la société, eh bien, je crois que une autre société doit se substituer et non pas ceux qui ont renversé. C'est ça mon point de vue rapidement. Oui, moi, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est d'abord le respect de la Constitution. Voilà. Aujourd'hui, qu'on soit génie, politique ou quoi... Oui, mais le respect de la Constitution, M. Kalindo, oui. On a vu le cas du Niger. Oui. Un chef d'État qui a été élu démocratiquement
qui du jour au lendemain est déboussolé par... Comment est-ce qu'on ne peut pas expliquer franchement que le coup d'État était tombé à pic je crois que la personne habilitée à sanctionner le résultat d'un dirigeant, c'est avant tout le peuple. Ah oui. Et aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit... Un peuple, lorsqu'il est tellement manipulé et qu'il n'a pas assez d'éléments pour... Est-ce que ces gens-là, ils avaient Moi, les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, sur base de quels critères objectifs se disent-ils capables de faire mieux que ce qui était? Ils viennent juste récupérer. Il y a ce qu'on appelle... La société civile, déjà, en Afrique, elle est démunie. Elle est quasi inexistante. Et du coup, même jusqu'aux années 90, il y en a même qui pensaient que les dirigeants politiques étaient là pour toute leur vie. Jusqu'à ce qu'on puisse conditionner l'aide aux pays en voie de développement sous contrainte d'avancée démocratique. Il y en a qui ne savaient même pas ce que c'est la démocratie. Ils pensaient que non, ça y est, tel il est là, il a le droit de rester là toute sa vie. Et du coup, par la force des choses aussi, mais aussi avec le développement de l'information, je crois que pas mal de pays du Sud se rendent compte que, écoutez, ces gens, ils nous mentaient. Tout ce qui était vrai il y a une vingtaine d'années ne l'est plus actuellement dans les pays du Sud. Je crois que même le paysan le plus reculé, des fois, il vous appelle, vous dit, est-ce que vous voulez m'envoyer un mail? Ça signifie que cette personne a accès à l'information. Cette personne sait quelle heure il fait en France. Cette personne sait qu'il y a une manifestation en France, que le paysan là-bas aussi se plaint de fois des choses qui ne vont pas. Et du coup, je crois qu'avec tous ces éléments, on tend quand même vers une société qui est de plus en plus informée. Et nous n'avons pas le droit de croire que les militaires, du jour au lendemain, ils peuvent dire, non, écoutez, ça ne va pas, nous, on vient. Bien sûr, à moins qu'il y ait anarchie et qu'ils se disent, bon, ça y est, nous changeons les choses, mais en respectant la Constitution. Nous sommes les garants de l'intégrité territoriale, de la sécurité des personnes et leurs biens, mais aussi des institutions. D'accord. Et si les institutions ne sont pas respectées, ils peuvent dire, ça y est, écoutez, il y a une grande faille. Comme le peuple ne peut rien, face à cette dictature qui s'installe, nous, on vient, on change. Mais la Constitution prévoit que non, il doit y avoir des élections dans telles conditions. D'accord. Élection ou pas, M. Cissé? Mais c'est souvent ça qui arrive. C'est ce qui se passe. Quand les militaires viennent dans leur premier discours, c'est effectivement, on vient en tant que libérateur. Nous relayons un peu le ras-le-bol que vit notre population. Nous sommes là pour instaurer a posteriori l'état de droit, ce qui suppose donc une période de transition. Maintenant, la question, c'est oui. La période de transition dont on parle, elle doit s'étaler sur combien de temps? Voilà. Est-ce qu'il y a un calendrier déjà établi dans la Constitution? Voilà, parce que je ne pense pas non plus que les militaires qui un jour se lèvent comme ça, disant bon, on va renverser ce régime, ont préparé le tout de bout en bout. Ils viennent en fonction des opportunités, de la conjoncture, ils se soulèvent, ils renversent. Ensuite, ils se mettent à réfléchir. Je veux dire, des coups d'État clés en main, des coups d'État clés en main, c'est très rare. Ouais. C'est souvent un soulèvement au sein d'un petit bataillon, et puis voilà. C'est le cas, par exemple, prenez l'exemple de mon pays, la Guinée. En 96, une bande de petits militaires s'est soulevée contre sa hiérarchie. Ils se sont soulevés, ils sont allés jusqu'à faire prisonnier le président en 96. Malheureusement, une fois que ces choses-là arrivent, se pose aussi la question de l'opportunité. Que va-t-on faire maintenant qu'il est à notre merci? À force de réflexion, la chose s'est renversée. C'est un mini coup d'État. Mais fort heureusement, par exemple, pour le cas de la Guinée, nous avons connu 2 coups d'État majeurs qui ont impliqué le changement de régime. En 84, le président Sékou était décédé. C'était donc un coup d'État, comme on dirait, le pouvoir était à terre, il fallait le prendre. Les civils n'étant pas légitimes à cette époque, puisque justement le régime était décrié, il n'y avait de solution que l'armée. C'est pour ça, quand on dit que est-ce que c'est légitime que l'armée à un moment se supplée à la population, je dis ça dépend des contextes. L'armée défend aussi les intérêts du peuple. Voilà. Donc il ne faut pas toujours penser... Bon, je ne suis pas pour la promotion des coups d'État, mais force est de constater que très souvent dans nos pays africains, certains se maintiennent malgré le désaveu total de leur population. On dirige qui quand on réfléchit bien? On dirige un peuple. Si le peuple ne veut plus de vous, quel intérêt vous avez à rester? C'est ça la question. Je veux dire, nos dirigeants ne prennent pas le temps de la réflexion. Et c'est ça notre problème principal. On aura beau éduquer nos populations, tant qu'ils auront cette impression de toute puissance et que le pouvoir ne peut pas se passer sans eux, parce que c'est là aussi une question de fond, c'est-à-dire que très souvent, certains pensent que sans eux,
il n'y a pas de continuité de l'État. Ça, c'est quand même une maladie africaine aussi. Donc, il y a un tas de questions. Il y a un tas de questions, justement, parmi lesquelles de savoir comment expliquer ce goût de pouvoir, justement, des chefs d'État africains qui prennent le pouvoir mais qui ne veulent pas quitter. Quelle est vraiment la cause, quelle est la raison fondamentale on peut vraiment évoquer ici pour que les gens comprennent, M. Pelli? Qu'est-ce qui explique ce goût du pouvoir, rien que le pouvoir? Oui, mais encore une fois... Est-ce que c'est dû par rapport aux commandités de l'extérieur dont on a parlé tout à l'heure? Oui, encore une fois, je suis parti adolescent de mon pays, donc j'ai pas mal de temps vécu ici, donc j'ai un regard aussi bien sur cette société et sur celle de mon continent africain. C'est pour ça que je vous disais que les coups d'État, ce n'est pas l'apanage des Africains. Le drame pour nous, c'est que nous sommes dans des pays qui ne sont pas développés. Et donc, ce qui peut être un moindre mal en Occident, chez nous, ça fait des ravages. Si on veut éviter les coups d'État déjà, je vais vous prendre l'exemple d'un maire d'une ville de Côte d'Ivoire, un intellectuel, un inspecteur des impôts. On lui a fait confiance, on l'a élu maire de sa ville. Ce monsieur, il reste 6 mois sans aller dans sa ville. Il s'appelle comment, le monsieur? On est à l'émission Free Opinion, monsieur. Il n'y a pas de tabou ici. Oui, je viens, mais il reste 6 mois sans aller dans son village. Il reste presque 1 an sans aller dans sa ville, pardon. Et pourtant, il y a toujours le budget qui est voté et il prend l'argent. Et ça rentre dans sa poche. Et ça rentre dans sa poche. Admettons que cette ville-là soit un État, mais il y aurait un coup d'État. Il y aurait un militaire qui se mettrait debout et changerait les choses. Comment? Qui prendrait les choses, quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut que nous, qui nous disons intellectuels, qui nous disons des gens qui avons appris à l'école, il faut que là où nous sommes, nous essayons de donner l'exemple. Nous essayons de donner l'exemple. Ce qui pourrait éviter qu'un caporal, qu'un sergent vienne faire un coup d'État, instaurer ce que vous appelez si bien la dictature. La dictature ne vient pas du ciel. Elle ne vient pas du ciel. Les gens, vous prenez la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal ou tout pays africain, à l'heure actuelle, vous allez dans ce qu'on appelle les CHU, les CHR, vous voyez des gens qui sont qui n'ont même pas, qui ne peuvent pas se faire soigner, qui meurent parce qu'ils ont simplement une fièvre. Vous avez des gens qui ne peuvent même pas accéder à leur village parce qu'il n'y a même pas de route. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Et ça, ce n'est pas un problème extérieur. Maintenant, nous sommes allés dans les écoles occidentales. Nous avons appris. Nous sommes médecins, nous sommes ingénieurs, nous sommes tout ce que vous voulez. Le temps n'est-il pas venu pour que l'Africain se dise « Oui, j'ai appris, j'ai acquis le pouvoir du blanc, maintenant, je vais orienter la société. » Et pourtant, M. Pelli, ceux qui sont justement les tenants du pouvoir en Afrique, qui sont ces intellectuels-là, qui ont passé leur temps en Occident, qui ont appris les modèles démocratiques, mais qui ont du mal à transférer ces modèles. Pourquoi ils ont du mal, M. Kalindo? Comment expliquer que sur le terrain, ils sont incapables de restaurer ce système? C'est dû la première cause par le fait que les communautés extérieures en question font pression sur eux. Non, pas forcément. Il y a beaucoup de pays. Je prends le cas de la France. La France aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mais vous savez que si la France elle est là aussi, c'est parce qu'il y a les États-Unis qui investissent beaucoup chez eux. Absolument. Et qui ont un mot à dire. Le Japon. Qui ont un mot à dire dans l'ordre mondial. Quand ils vont à Copenhague, dès que le président américain dit « je ne suis pas d'accord », les autres, ils vont rester à se réunir, mais ils ne trouveront jamais de solution. Là, les règles démocratiques sont établies entre les différents États, n'est-ce pas? Non, ça signifie qu'il y a aussi les règles stratégiques. Et du coup, mais cela n'empêche que les dirigeants français, ils assurent le minimum pour le peuple français. Dépendance, soyons-nous, mais qu'est-ce que nous allons d'abord faire? Pour même aujourd'hui, même nos chefs d'État, ils sont à même de dire aux multinationales, ils disent écoutez, nous ne savons pas quoi faire du coltan. Jusqu'à ce que Steve Jobs ou c'est pas Microsoft sache que non, il faut fabriquer des ordinateurs avec. C'était des pierres qu'on voyait là. Donc, c'est à vous, bien sûr. C'est à vous que ça revient de nous dire ce que ça vaut. Mais nous apprenons que ça fait rentrer de l'argent à la fois pour vous, mais les miens aussi, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Construisez ne fût-ce qu'une école, qu'une route qui parte quand même de la mine où il y a le coltan jusqu'au centre-ville. Comme ça, ces gens ont reçu, grâce au coltan, quand même, nous avons une route. C'est un peu ça qui manque à nos dirigeants. Voilà, ça signifie que quelque part, il y aura toujours, il n'y aura jamais une égalité planétaire. Non, ça, il ne faut jamais y croire. Il y a toujours
des États dominants Oui. et des dominés. D'accord. Mais il faut seulement réduire les écarts. Maintenant, ma question, c'est de savoir pourquoi Oui. comment expliquer ce goût du pouvoir-là par le chef d'État africain. Rien que le pouvoir. Qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, c'est une question assez sensible. Le pouvoir n'est pas, comme le disait tantôt... Pourquoi ne pas dire, à un moment Monsieur donné, Gadji, je suis arrivé à mandat? Oui, justement. Alors, je laisse la main, je passe la main. Oui, très souvent, Qu'est-ce qui explique et à tort, on pense que l'envie de se maintenir au pouvoir est quelque chose qui est propre à l'Africain. Ce n'est pas un apanage. Non, qui nous est propre. parlons Ça, sur c'est l'Afrique et nous clair. avons nos cas. Effectivement. Alors, sommes en se Afrique. maintenir au pouvoir suppose d'abord d'être dans un système particulier bien donné. Si vous êtes entouré de personnes qui ont tout aussi à gagner que vous, à vous maintenir au pouvoir, ils préféreront sans doute vous faire, bon, c'est un mot un peu cru, vous serez la marionnette, mais ceux qui en profitent principalement de votre présence, c'est ce groupe autour de vous. Et donc là, vous parlez Donc, des commanditaires intérieurs ou Intérieur. Moi, je ne suis pas dans ces idées de complot qui viennent de l'extérieur. Tout dépend C'est d'abord. d'abord nous-mêmes, quoi, Tout l'Africain dépend lui-même. d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Les gens ne peuvent pas vous dire. Les gens ne peuvent pas vous dire comment préparer quand vous êtes chez vous. C'est clair. Bien entendu, les interactions, hein, parce que moi, je suis vraiment un fanat des analyses par système. Il y a des interactions de l'environnement extérieur. Inévitable. Mais tout dépend aussi de comment on se comporte à l'intérieur de chez soi. C'est clair. Donc moi je dis que si effectivement vous voyez que les gens se cramponnent au pouvoir, c'est parce que d'abord ils viennent très souvent par des voies de force, comme vous l'avez si bien mentionné tantôt. Par la suite, comment se maintenir? Il faut s'entourer de personnes qui partagent vos vues. Et c'est très facile de trouver un allié au niveau des militaires. Ensuite, constituer un gouvernement de civils, ça aussi c'est très vite fait. Moi, je dis que malheureusement pour nous, la vérité des institutions africaines, c'est-à-dire le fait d'habiter une fonction, ça suppose d'abord un certain degré de compréhension. Le problème, c'est que très souvent, nous avons des gens qu'on nomme ministres par-ci, dirigeants par-là, qui ne savent pas qu'est-ce que cela suppose. C'est ce qu'on appelle Donc, ils n'ont l'instruction pas- civique. Il Voilà. faut que les gens... Commence par l'instruction civique. L'instruction Pour comprendre civique. les réalités C'est-à-dire, il faut de l'État. comprendre la tâche qu'on vous donne C'est ça. et ce pourquoi vous êtes là. Malheureusement pour nous autres, La très plupart souvent, sont les parvenus. fonctions se trouvent un peu dévoyées. Voilà. Un ministre Répartis pense que pas. quand il est là, il va travailler d'abord pour sa localité proche, son quartier, son village, ses gens, ainsi de suite. Alors Même que... pas pour lui-même. Donc, pour l'intérêt non, national. oui, Pour je lui-même. dis, par graduation, il Oui, va oui. commencer par lui, Oui. ensuite sa localité. S'il Oui. faut, il va, comme très souvent ça arrive, je suis ministre aujourd'hui, je vais bitumer jusque devant ma porte. Voilà. Voilà. Pas plus qu'ailleurs. Quel est l'intérêt de ce bitumage si ce n'est pas juste pour améliorer mon cadre de vie? Donc, moi, je crois qu'au-delà de cette discussion, c'est effectivement un problème de civisme. Ne devient pas dirigeant qui veut. C'est pour ça qu'ici, on fait prévaloir la compétence. Parce que la compétence, d'abord, c'est quelque chose qui a une valeur académique, mais aussi une valeur pratique. Quand vous avez prouvé par le terrain et par vos actes, on vous donne la possibilité d'aller encore plus haut. Malheureusement pour nous, ceux qui nous dirigent, très souvent, bon, on ne va pas nier leurs compétences académiques, mais la pratique n'est souvent pas là. Et même quand la pratique elle est là et qu'elle est mauvaise, c'est toujours les mêmes qui reviennent. On est comme dans une sorte de jeu de chaises musicales. Voilà. On change toujours. même. Voilà, quand des échéances arrivent, on le change. rythme. Ainsi de suite. Bon voilà, coup d'État ou démocratie, quel modèle doit adopter l'Afrique? Tel est donc le thème de cette émission. Nous allons justement aller à la deuxième partie de cette émission avec un deuxième élément sur la Guinée. 6e République. Communiqué numéro 6 portant la liste nominative de la mise en place des membres du Conseil national de développement et de démocratie. 1. Capitaine Moussa Dadis Camara. 2. Chef de brigade Mamadou Camara. 3. Colonel Sekouba Konaté. 4. Lieutenant-colonel Mathurin Pangoura.
5. Lieutenant-colonel Aboubakar Sidiki Kamara. 6. Commandant Oumar Balde. 7. Commandant Mamadi Mara. 7. Commandant Almami Kamara. 8. Lieutenant-colonel Mamadou Boy Diallo. 9. Capitaine Kolako Beabogi. 10. Lieutenant-colonel Kanja Mara. 11. Colonel Sekou Mara. 12. Morsire Kamara. 13. Alpha Yaya Diallo. 14. Lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo. 15. Capitaine Kaleti Faro. 16. Lieutenant-colonel Fodeba Touré. 17. Commandant Cheikh Tidiane Kamara. 17. 18, autant pour moi. Colonel Sekou Sako. 19. Sous-lieutenant Claude Pivi. 20. Lieutenant Sa Alphonse Touré. 21. Moussa Keta. 22. Aïdor Ba. 21. 23. Commandant Bamou Lama. 24. Mohamed Lamine Kaba. 26. Commandant Amadou Doumbouya. 27. Lieutenant Kamara Moussa Tiegoro. 28. Adjudant chef Issa Kamara. 29. Lieutenant-colonel Aboulaye Sherif Diaby. 30. Docteur Diakité Aboubakar Sherif. Mamadi Kondé. Sous-lieutenant Cheikh Ahmed Touré. Chers compatriotes, voici la liste nominative de la mise en place des membres du Conseil national de développement et de démocratie. Les autres communiqués suivront après selon la décision du Conseil national de démocratie et de développement. Je vous remercie. Vive la République. Telle a été donc la prise de pouvoir du capitaine Dadis Camara en Guinée, présentant justement la liste de ceux qui allaient composer avec lui pour diriger la Guinée après leur coup d'État. Messieurs, c'est de cette façon que les putschistes justement arrivent au pouvoir et toujours avec leur équipe. Et comment vous interprétez ça ? Monsieur, bien, vous qui êtes guinéen déjà. Voilà, alors, moi qui suis originaire de Guinée, et par ailleurs, concernant cette question, je suis moi-même membre d'un club de réflexion qui s'appelle NIBA Cap 21. Nous œuvrons dans le cadre justement de la mise en œuvre, en fait, par l'écrit, de certaines pensées. Nous couchons sur papier
des réflexions qui portent justement sur des questions qui peuvent avoir attrait à la gouvernance, qui peuvent avoir attrait à l'éducation et ainsi de suite. Et donc par rapport à Dadis Camara, nous avons planché là-dessus. Il faut savoir que pour le cas guinéen, comme je vous l'ai dit, la question de la légitimité d'un pouvoir militaire est une question très très lourde et très importante, dans le sens où en Guinée, les militaires ont pris le pouvoir suite au décès du président. D'accord. Donc le président est décédé. N'ont-ils pas trouvé une constitution ? Laissez-moi vous planter le décor. La constitution était là, mais la constitution était effectivement plus applicable. Pourquoi ? Parce que déjà, les institutions républicaines, en premier lieu, l'Assemblée, c'est-à-dire les députés, étaient déjà, leur mandat était déjà terminé. Donc la question se pose, comment est-ce qu'on peut donner force de loi à des gens dont les mandats ne sont plus exécutoires, c'est-à-dire leur mandat n'étant plus d'actualité? Est-ce que ces gens-là sont les mieux indiqués pour pouvoir prendre la relève d'un pouvoir qui était bien entendu mourant, mais malheureusement, compte tenu d'une succession de choses, les choses n'ont pas pu évoluer plus rapidement à temps voulu. Maintenant, si les militaires ont pris le pouvoir, c'est bien entendu suite à une faiblesse de la société civile. Ça, n'en déplaise à certains. L'opposition existait. Ils pouvaient réagir à la oui, mais l'opposition, une opposition morcelée n'est pas une solution à un problème global. Je veux dire, si déjà l'opposition ne s'entend pas sur quelle est la personne la plus adéquate pour prendre le pouvoir en attendant... quelque part, donc les militaires ont raison de les militaires tout le monde. C'est-à-dire, ils n'ont pas totalement raison. Si on avait... Tout comme ils n'ont pas totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort. Voilà, la chose, on peut partager. Donc, hein. Monsieur Opeli, on va revenir à vous. Hein. On y va. Monsieur Opeli, rapidement par rapport à son intervention. Lorsqu'on voit Dadis Camara justement venir avec sa liste déjà préétablie, est-ce que c'est la voie qu'il fallait ? Moi, j'ai éprouvé un malaise quand je le vois citer, faire cette longue liste de numéro 2, numéro 3, numéro 4. Bon. Non. Oui, et bon, quand je prends un appareil photo, je vais derrière, je vois que les Guinéens ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ne se soignent pas, ils ne mangent pas, quoi. Et si on en arrive à Dadis Camara, c'est que quelque part en amont, les civils, en tout cas ceux qui étaient au pouvoir, ils ont failli. Et depuis très 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 longtemps, quoi. Là, c'est au décès du chef de l'État. Hein. Oui, bien sûr. Mais le chef de l'État, il est mort. Eux, ils prennent le pouvoir. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu respecter la Constitution? Parce que la Constitution existait. Oui, bien sûr. La Constitution... La Constitution, effectivement, existait. Elle existe d'ailleurs depuis toujours, depuis que nous sommes indépendants. La question, ce n'est pas tant son existence que sa mise en pratique. Comme je vous l'ai dit, effectivement, les institutions républicaines n'avaient plus... Elles n'étaient plus en vie. C'est-à-dire que les mandats législatifs étaient déjà arrivés à terme depuis 10 mois. Et alors, la Constitution... Voilà, et qui parle de légitimité dit que, bon... Nos élus doivent quand même avoir été élus au suffrage. Et le suffrage n'était pas organisé depuis près d'une année. Que faire? Est-ce que nous allions, suite au décès du président, tout de suite mettre en place des élections afin justement... Vous entendez parler, Dadis Camara avait raison avec ses amis à faire ce coup d'État. Il n'avait pas... Bon, je veux dire, l'acception de coup d'État, bon... On peut dire que quelque part, elle est justifiée. Mais effectivement, quand on dit coup d'État, c'est parce que très souvent, c'est par la force armée. C'est par une méthode non orthodoxe qui est souvent la violence. C'est un cas exceptionnel alors, parce que déjà les institutions... Comme très souvent, le cas guinéen, comme je vous l'ai dit, la première fois en 84, c'était déjà un cas exceptionnel. C'est-à-dire qu'au décès du premier président, les militaires ont suppléé au pouvoir. Au décès du deuxième président, les militaires ont encore suppléé au pouvoir. Fort heureusement, sans jamais qu'il y ait une quelconque effusion de sang. Mais là, la question, c'est quelle légitimité peut-il donner? Peut-il en tirer? Dès lors que le gouvernement civil lui-même n'est plus légitime, les militaires le seraient-ils moins? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, c'est un cas exceptionnel pour la Guinée, en tout cas. Nous allons voir un troisième élément avant la fin de cette émission, mais je vais d'abord donner la parole à M. Koné. Monsieur Koné, comment vous interprétez cette question de Dadis Camara, qui vient avec son équipe, avec des noms déjà préétablis, dès la prise de pouvoir? Très honnêtement, M. Kitoko, la Guinée, c'est un pays voisin. Hein, on est limitrophe, hein, puisqu'il y a beaucoup de réaction par rapport à ça? Non, c'est pas une bonne méthode. Hein. Bon, Dadis Camara, il est venu pour s'installer.
quelle dictature militaire en Afrique qui a pris le pouvoir, soit par le décès, soit par le coup de fusil, qui a rendu le pouvoir aux citoyens. J'ai pas vu. Voilà, sauf ATT. C'est un cas exceptionnel. Ça, c'est un cas mais exceptionnel. non, pas que c'est fait un coup d'État aussi. Moussa Dadis Camara, sa façon de faire là, avec son équipe, ça ne me convient pas en tant que gens de démocratie. Nous, on se bat pour la démocratie. Oui. Je ne cautionne pas la manière de Moussa Dadis Camara. Je ne cautionne pas du tout. On va dans la dernière partie de l'émission, rapidement. Oui, par rapport à l'élément d'Adis Camara. Dadis Camara, c'est bien sûr sur le côté caricatural des coups d'État. Il faut le déplorer. Ce qu'il a fait est inacceptable. Parce que le pays était là. Il a fait dans un moment exceptionnel. Exceptionnel aussi. Voilà. Dans un pays délabré. Mais seulement, la façon dont il a fait aussi a été aussi exceptionnelle. On a vu des humiliations publiques de certains responsables. Même parmi ses collaborateurs, on a vu des diplomates quand même. Signifie que là, il est vite tombé, je crois aussi, dans ce qu'on appelle le sucre du pouvoir. Donc, voilà. C'est comme un bébé à qui vous avez fait goûter du sucre, le lendemain, vous le donnez à la quinine, ça y est, il crie au secours. Voilà. Donc c'est un peu ça, malheureusement. Oui. Nous sommes partis donc du cas d'Adis Camara. Nous allons voir un cas, un ancien, en tout cas un vieux cas. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est un cas, en tout cas, pour illustrer que les coups d'État, ce n'est pas seulement au ton d'Adis Camara ni de Mamadou Tandja, mais aussi il y a des leaders africains, justement, qui sont jusqu'à aujourd'hui au pouvoir, qui ont fait aussi des coups d'État jusqu'à ce jour. Ils continuent à régner en maître absolu. Regardons cet élément. Voyez-vous, quelqu'un arrive dans son pays. Il commence par la brutalité du langage. Nous le laissons passer, nous disons, c'est les préélections, c'est les campagnes électorales qui commencent. Nous ne disons rien. Il cherchait bien la provocation. De ce côté-là, il ne l'a pas trouvé. Il rentre dans son terroir, sur le terrain. C'est la même chose et accompagné des milices armées. C'est pour brutaliser les populations. Si ce n'est pas des viols, c'est des tueries. Et celui-là qui a eu le tort de demander à ce qu'on cesse du bruit, qu'on cesse de tirer, d'apeurer la population, est abattu froidement. Il s'en est suivi 18 autres. Comment pouvez-vous appeler ça sinon de la provocation? Nous allons offrir aux Congolais la réconciliation nationale et nous n'allons pas singer cela. Provoqué, et entretenu par le même, aujourd'hui, Sassou. C'est lui qui avait des moyens, c'est lui qui achète la drogue, c'est lui qui achète des armes, qui distribue des armes, c'est lui qui fait faire des tranchées dans les rues, c'est lui qui fait faire des barrages dans les rues, avec des jeunes gens que nous avions appelés à cette époque-là des milices. La force de ce mouvement est que les commanditaires du génocide seront sanctionnés. Le peuple demandera, comme il a commencé au forum, demandera qu'il soit sanctionné et la justice suivra son cours. Il faut absolument nous aider à prendre langue avec nos adversaires. J'espère qu'ils se considèrent comme toujours comme Congolais. J'espère qu'ils considéreront ceux qui sont en face d'eux comme des Congolais. Et qu'ils considéreront que c'est le Congo d'abord. Si nous restés au pays, après la victoire militaire de M. Sassou, il ne nous aurait pas épargné la vie. Nous avons dû donc quitter le pays pour nous épargner la vie et avoir la possibilité de continuer la lutte. Mais nous, ça c'est clair. Sur ce point, notre position est claire comme l'eau de roche. C'est clair. C'est un coup d'État, un coup de force. Ce sont des putschistes qui se sont emparés du pouvoir par des méthodes les plus sauvages. Je ne peux pas dire autre chose. Si nous restés au pays, après la victoire militaire de M. Sassou, il ne nous aurait pas épargné la vie. Nous avons dû donc quitter le pays
pour nous épargner la vie et avoir la possibilité de continuer la lutte. À un peuple, on donne des choix. On n'impose rien. Merci de nous retrouver après cet élément justement du coup d'État du président Nguesso du Congo-Brazzaville depuis 1997. Oui, ce coup d'État a eu lieu contre le président Lissouba qui était à cette époque élu démocratiquement. Monsieur Opeli, oui, je votre pense que réaction. là, nous sommes dans un autre cas de figure. Je ne peux pas l'assimiler à celui qu'on a vu concernant la Guinée ou qu'on peut voir ici et là. Le président Lissouba, avec ses insuffisances et tout ça, était un président démocratiquement élu qui essayait, en tout cas tant bien que mal, de faire avancer son pays. Et là, je pense que ce type de coup d'État au Congo, au Brazzaville en tout cas, ça c'est un coup d'État des puissances d'argent. Des puissances d'argent qui imposent leurs hommes pour servir leurs intérêts. Quoi. Donc, en d'autres termes, le coup d'État de M. Nguesso n'est pas du fait de lui, de la personne en tant que Sassou Nguesso. C'est comme on était de l'extérieur. Oui, ben, il est quand même d'accord, je veux dire... il était en refuge en France. Oui, oui, mais bon... Il accepte quand même cette mission-là, donc on ne peut pas non plus le dédouaner. Mais je continue de penser que là, c'est plutôt un coup d'État de puissance d'argent qui ont installé leur homme et qui est ici Sassou Nguesso. Mais en d'autres termes, c'est aussi l'appétit du pouvoir pour quelqu'un qui a précédemment été président pendant autant d'années et qui a été battu aux élections. Oui, l'appétit du pouvoir, monsieur Kitoko, l'appétit du pouvoir n'est pas... Encore une fois, le drame de l'Afrique, c'est que nous, on n'a rien. Rien au sens où on n'a pas d'infrastructure, on n'est pas développé au sens où on l'entend sur le plan technologique. Sinon, l'appétit du pouvoir, il est partout. Il est partout et non, malheureusement... Partout, c'est vrai, mais parlons de l'Afrique, du Congo-Brazzaville. Oui, bien sûr, il y a un appétit du pouvoir de la part de Sassou Nguesso, mais encore une fois, pour moi, ici, ce sont les puissances d'argent. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes frères qui sont là, mais ce sont les puissances d'argent qui ont imposé là un homme au Congo-Brazzaville. On n'est pas du tout dans le cas d'une situation de désespérance où on arrive, où un sergent ou un caporal veut dire stop à une gabégie. Je ne pense pas que ce soit ça. Et le mal, M. Sombolo connaît le mal que ça cause aux populations lorsqu'on voit ce type de coup d'État d'un chef d'État africain qui a été d'abord président de la République pendant des années, et à la suite d'une élection, qui perd les élections, qui repart et qui revient sous forme de coup d'État. Quelle est votre réaction? Voilà. L'accès au pouvoir a plusieurs facettes. Hein. Non, mais ce cas-là précis. Ce cas précis, coup d'État, c'est coup d'État. Mais quelqu'un qui a été déjà au pouvoir, qui a goûté quand même au pouvoir. Voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, là, je disais que l'Africain, il est monarque. L'Africain, c'est comme autant des cités-États. Mon père est chef de village. Un roi dans une contrée, il est roi à vie. Donc, il est là, jusqu'à la mort, il est roi. Au chef de village de l'époque, au temps des cités-États, il est chef de village pour toute la vie. L'Africain, il a cette culture. Parlons de il a cette culture. Parlons de... Oui, mais dans la... Voilà, vous l'avez déjà dit, oui. Voilà, Sassou Nguesso, c'est le même cas. Je suis arrivé au pouvoir. J'ai fait ce que j'y peux. Maintenant, je suis parti. Pourquoi aller fomenter par la force financière, par le complot et revenir au pouvoir? Et tuer tes propres compatriotes. Et tuer parce qu'il y a eu des victimes en 97 lors de ce coup d'État. Laisse du sang derrière. Un coup d'État, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Non, c'est fini. Dès qu'il y a un coup d'État, il y a la violence, c'est la violence. Ça peut être une violence financière, comme elle l'a acheté. On revient à ses propos. Hein. Donc, c'est la même chose. Certains chefs d'État sont en place, ou viennent en place, c'est parce que les multinationales
où les sociétés mondiales les mettent en place, où les gouvernements qui ont la puissance, comme l'Europe ou les États-Unis d'Amérique. Pourquoi il n'arrive pas à prendre conscience, M. Kaindo? Comment ils ne prennent pas conscience, comme les chefs d'État africains? Parlons justement de M. Sassou Nguesso de Congo-Brazza. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment ce monsieur a été président d'abord. Il a laissé quand même des traces pendant son premier règne, mais qui repart, mais qui revient sous un coup d'État, et qui prend le pouvoir en promettant la démocratie, en fait, et le respect des droits, des règles démocratiques. En fait, cela est le fruit du sommet de la Baule. À l'époque, on s'est dit, ça y est, il va y avoir une vague démocratique dans les pays africains. C'était sous l'initiative de M. Mitterrand qui disait, écoutez, on donne sous condition qu'il y ait de la démocratie. Et du coup, tous ces pays sont partis, tous ces dirigeants, ils sont partis. Alors, il y a eu une sorte de grand procès, c'est-à-dire des conférences nationales partout, et il faut que le peuple parle, et qu'on fasse un peu... qu'on passe un peu l'éponge, qu'on nettoie aussi tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors, il s'en est suivi quoi? Les élections dans beaucoup de pays. Mais il y a une partie de la réalité qu'on n'a pas dit à la société civile, que ça va être dur. Le professeur Lissouba, pour qui j'ai personnellement beaucoup d'estime, et c'est une partie peut-être aussi qu'il aurait pu dire aux Congolais. Écoutez, je reprends le pouvoir dans des conditions que vous connaissez. Tout est urgent, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, ça va être dur. Et du coup, les gens, ils sont, au lendemain des années 90... Mais lui, en partant, il n'avait pas laissé d'hôpitaux, là. Alors oui, je suis d'accord, on ne lui a même pas donné la chance. C'est pas lui qui devrait revenir. Sassou est resté plusieurs années, voilà. Il n'a pas fait d'hôpitaux. Voilà. Et on demandait 10, alors qu'on n'a pas pu en faire un. À 30 ans, je crois que c'était un peu dur. Et ça, c'était le devoir de M. Lissouba, à prendre le pouvoir. Il dit, écoutez, je vais prendre le pouvoir, mais il n'y a pas de solution miracle. Si en 30 ans... Lissouba a été élu. Hein, il a été élu, bien sûr. Mais non, dans son élection. Il ne fallait pas dire aux gens que non, écoutez, ça a été comme après l'indépendance. Il dit, écoutez, dès que les colons seront partis, ça y est, vous allez tous rouler de belles voitures comme les Belges, comme les Français. Et le lendemain, on ne leur a pas dit, écoutez, pour avoir ça, il nous faudra travailler dur, il nous faudra du civisme, il nous faudra de la compréhension mutuelle. Le Congo-Brazzaville, il a pendant été longtemps victime des problèmes ethniques. À chaque fois que vous traversiez le fleuve pour être au Congo-Brazzaville, c'était des milices. Des milices ont toujours existé au Congo-Brazzaville depuis longtemps. Et à chaque fois, les leaders politiques, ils surfent là-dessus. Ça explique aussi l'instabilité politique. La stabilité politique qu'il y a là-dessus. Et le problème de Lissouba, c'est lequel? En fait, il n'est pas le seul, parce que pas plus qu'au Bénin, aussi à côté, il y a Kérou qui est revenu. Lui aussi qui a été victime du sommet de la Baule, c'est-à-dire un dictateur qui sont là. Mais après, les gens se disent, mais non, écoutez, et ils oubliaient qu'ils avaient plus faim, peut-être en étant avec Sassou. Ils se disent, mais non, écoutez, apparemment, il va mieux qu'avant que Lissouba ne vienne. Ils oublient vite parce qu'ils ont eu des espoirs irréalistes. Il fallait qu'on leur dise que ça va être dur. Il y a une période de mise en train. Maintenant, M. Kaindo... Et voilà les déceptions et les retours des dictateurs qui en ont profité. Comment est-ce que ce monsieur peut composer avec... quand même une tragédie. Comment est-ce qu'il peut composer avec l'esprit de la démocratie? Parce que les Congolais brazzavillois se plaignent qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays, mais on voit les élections sont passées dans ce pays. Il a été élu, réélu, mais l'expression démocratie ne sort pas souvent. Est-ce que vous pensez que ce monsieur peut composer avec l'esprit de la démocratie? Ça dépend ce que vous entendez par esprit de la démocratie. Oui, si cela consiste à envoyer en compétition plusieurs candidats, c'est facile à faire. Le bonhomme, il a les finances, il a les caisses. Il a les finances, il a les caisses. On sait comment ça se passe aussi, que ce soit ici, mais parlons de l'Afrique. Hein. Il a les finances, il a les caisses. Il suffit simplement d'arroser des gens et puis de prendre des candidats fantoches et de dire que oui, j'ai en face de moi des adversaires et puis il gagne les élections. Et le peuple qui aime la démocratie dira que oui, on est dans une situation démocratique. Donc ça dépend ce que vous entendez par démocratie dans le cas d'espèce du Congo-Brazzaville. Oui, mais dans le cas d'espèce du Congo-Brazzaville, justement, c'est parce que ces messieurs étaient partis du pouvoir, battus, c'est-à-dire c'était, je veux dire... là, dans de vraies élections. Là. Oui, mais les vraies élections, c'était une sanction à son premier régime. Oui. Et donc, qui revient plus tard pour un coup d'État et qui s'installe. Il fait légitimer par lui-même le système qui vient établir, mais que par la suite il organise des élections truquées. Mais c'est son boulot. Et même militairement, pour dire qu'à l'intérieur, ça a été l'intervention de l'Angola. Nous, à l'époque, j'étais encore à Kinshasa. Tous on a vu les avions angolais qui bombardaient les positions On ne peut même pas dire que c'est l'armée congolaise qui avait un grand soutien militaire à l'intérieur. Quelque part, l'influence extérieure a été déterminante
dans l'avènement de Sassou Nguesso au pouvoir. En tout cas, Sassou Nguesso ne peut pas être démocrate. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte par tous les moyens. Et bon, donc, pour la démocratie, c'est l'alternance qui est démocratique. S'il n'y a pas d'alternance dans une nation, dans un pays, c'est que ça doit être un régime monarchique ou un régime oligarchique, puisqu'il y a l'oligarchie aussi, hein, comme le cas d'Isaïr, comme le cas, vous m'excusez, du Gabon, c'est l'oligarchie, c'est la même chose qui se passe actuellement chez nous au Sénégal. Oui. Bon, je suis au pouvoir, bon, je vais me cravacher pour que mon fils me substitue. Hein. Vous m'excusez, ça se passe au Congo. Hein. Bon, donc, l'oligarchie aussi, c'est à combattre. C'est une espèce aussi de dictature, une espèce aussi de coup d'État. Voilà, donc ce n'est pas de la démocratie. Nous allons au moins nous acheminer vers la fin de l'émission, mais j'aimerais aussi, avec vous les intellectuels qui réfléchissons ensemble, savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui les Africains, les intellectuels devraient faire justement pour mettre fin à ce système. Respecte. Ouais. Je commence par M. Kelly. On va faire le tour de table. Quand vous dites à ce système... Oui, mais le système des coups d'État qui n'en finissent pas en Afrique. Mais pour moi, ce serait peut-être une solution simpliste. Ceux qui nous regardent diraient oui, mais bon... mais est-ce que d'abord les coups d'État ne sont-ils pas d'abord justifiés? Mais pour mettre fin à ça, il faut déjà nous avons nos terres regorgent de toutes les matières qu'on peut trouver à travers le monde. Donc déjà, se servir de ça pour là où il faut créer un hôpital, construire un hôpital, là où il faut construire une route, construire une route, là où il faut mettre une école, mettre une école. Si nous faisons cela, alors nous allons quitter les chemins de travers des coups d'État. Il n'y a pas d'autre solution que de s'occuper de ce dont a besoin le peuple, la population. Et quand je regarde, on fait une photo flash sur la Guinée, la Côte d'Ivoire et ces pays africains, vous vous apercevez qu'il y a une misère criante. Et moi, je dis que c'est inacceptable. Là, je redeviens encore plus sérieux. Inacceptable pour des intellectuels que nous sommes, dont regorge l'Afrique, inacceptable que dans des pays où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas d'école, il y a autant de jeunes qui sont au chômage. Ça n'est pas possible. Mon esprit, qui est entre guillemets un peu scientifique, ne peut pas l'accepter, ni hier, ni aujourd'hui. Alors, vous ne pensez pas, par exemple, le cas du Cameroun, un coup d'État serait bienvenu pour déloger celui qui s'éternise au pouvoir en truquant les élections? Moi, je ne pense pas au coup d'État. Parce que pour changer les choses. Oui, non, je ne pense pas que le recours à la fin d'un système, ça soit forcément un coup d'État. Rien n'interdit aux intellectuels, aux économistes et tout Camerounais d'aller dans leur village, dans leur ville, de construire une société. Quand je parle de société, pas entreprise, une société nouvelle, c'est-à-dire instruire les gens. Aller simplement faire élire quelqu'un, ça ne suffit pas. Je reviens, Koné, à ce que vous disiez. La démocratie, telle que Rousseau, que vous aimez citer, telle que Montesquieu, que vous aimez citer, l'a instituée, Sassou peut faire ça. N'importe qui peut dire, j'ai des candidats en face de moi, on a fait démocratie, je suis élu, et il n'y a rien à redire là-dessus. Il faut s'intéresser à la condition de vie des gens. Il ne suffit pas simplement de signer des contrats avec une compagnie de téléphone pour que quelqu'un qui est dans une brousse ait un portable. Il a le portable, mais s'il ne mange pas, c'est ça. C'est ça qui peut nous éviter les travers des coups d'État. Merci Sombolo Koné. Comment peut-on éviter les coups d'État en Afrique? Pour éviter, M. Kitoko, voisin, moi je vous dis, nous, on a la culture occidentale. Nous avons tous fait l'école française ou anglaise. Y compris ceux qui sont au pouvoir en Afrique. Même y compris ceux qui sont au pouvoir en Afrique. Pour remédier à ce système dictatorial-là, c'est simple. Nos juristes africains, ils ont étudié la constitution française, la constitution sénégalaise, c'est la même chose comme la constitution congolaise ou ivoirienne ou guinéenne, c'est la même chose. Pourquoi ne pas appliquer
la constitution que nous avons apprise. Mais c'est ça la question. Pourquoi ils n'appliquent pas cette Voilà, fameuse constitution? nous, on doit les obliger à les appliquer. Qu'est-ce qui explique qu'ils n'appliquent pas, monsieur? Ils n'appliquent pas parce qu'ils ont la main libre. C'est-à-dire que c'est des gens qui soudoient les populations. Une fois que vous soudoyez la population, vous avez la population sous les bottes. Donc, pour qu'il y ait démocratie, une équipe dirigeante qui est là, une équipe gouvernante qui est là pour sa durée de mandat, il faut que la durée du mandat aussi soit respectée, limitée. Puisque la constitution africaine ne limite pas la durée du mandat. Bah bien entendu, il y a la constitution, c'est ça même l'esprit de la constitution. Il faut que la constitution limite la durée et le nombre de fois auquel on peut se présenter. Peut-être au Sénégal, la constitution au Sénégal ne prévoit pas la durée du mandat, mais sur le pays, je pense que la constitution en Côte d'Ivoire prévoit quand même la fin des mandats. Oui, 2 mandats. Voilà, 2 mandats éternels. Mais seulement quelquefois arriver à terme là, et puis ils vont... Voilà, là c'est au niveau du non-respect. Voilà, non-respect, c'est pour ça que je vous dis, même au Sénégal, c'était 2 mandats. Mais finalement, avec les manipulations, ils ont trafiqué. Voilà, ils sont trafiqués. Maintenant, c'est à vie. Vous pouvez vous présenter autant que vous voulez. Moi, je dis non. On limite le nombre de mandats. Voilà. Et la durée du mandat, même si c'est 10 ans, 2 fois 10 ans, voilà. 20 ans au pouvoir, on sait que cette personne, cette équipe gouvernante, dirigeante va partir. On essaie une autre équipe. Merci. Monsieur Kaindo. Comment peut-on mettre fin à ce style de prise de pouvoir? Il y a plusieurs phases. D'abord, il y a une phase éducative. Et si aujourd'hui, le peuple, le souverain, il sait que le treillis porté par le militaire, c'est moi qui le paye. C'est moi qui lui achète. À partir du moment où le militaire sait que j'appartiens à une armée républicaine, je suis là pour préserver la sécurité des citoyens, de leurs biens, l'intégrité du territoire. Et à ce moment-là, il sait que non, il n'est pas question qu'aujourd'hui je puisse dire que non, c'est moi qui dirige par la force. Il sait que d'abord, j'ai été fort. Je suis habillé, nourri par le civil. Il travaille dur pour ça. Je suis là pour préserver l'intégrité territoriale, la Constitution et la sécurité des gens. Je crois que cette éducation au niveau stratifié peut aider le citoyen normal à comprendre que non, écoutez, j'ai une mission pour ma nation en tant que militaire et non pas une mission vis-à-vis d'un dirigeant quelconque. Voilà, protéger, défendre. Et du coup, à la longue, ces gens, ils savent. Ici, nous voyons les soldats. Ah oui. Les soldats, ils font la queue quand ils arrivent à une caisse. Mais quand vous allez en Afrique, les soldats, ils fouettent les gens pour qu'ils passent devant. Pourquoi? Parce que dès le départ, on ne lui a pas appris qu'il est au service de cette personne-là. Exact. Et dès qu'on va franchir la phase éducative, je crois qu'à un moment, les gens... Ça, c'est votre façon de voir... de voir les choses. Il faut d'abord éduquer la masse. Éduquer la masse, éduquer par l'éducation civile. Parce que pendant longtemps, le civil n'a jamais su que c'est lui qui habille les militaires. Il n'a jamais su, on ne lui a jamais dit. D'accord. Alors, le civil. Monsieur Cissé, comment peut-on arriver à limiter cette catastrophe de prise de pouvoir par la voie des coups d'État? Bon, à mon avis, c'est vrai que l'aspect éducatif des choses est quelque chose de primordial. Pourquoi? Parce que, nous vivons malheureusement par comparaison. Très souvent, les Africains veulent, comme par mimétisme, vivre à l'heure occidentale. C'est-à-dire que nous avons opté... Oui, exactement. Laissez-moi, justement, j'allais en venir. C'est-à-dire que nous avons reconduit tacitement, la plupart du temps, les constitutions, principalement françaises, pour avoir été des ex-colonies françaises. Mais, c'est-à-dire, on peut connaître la théorie d'une chose, mais dans sa pratique, il faut du temps. Et la pratique a cela de bien, c'est qu'on intériorise des façons de faire. Ça devient tradition, et la tradition acquiert force de loi avec le temps. Malheureusement, chez nous, l'éducation civique dans la pratique de ce qui ne nous est pas propre a toujours été galvaudée. Les constitutions écrivent, règle par règle, ligne par ligne, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est l'État? Comment l'État fonctionne? Quelles sont les hiérarchies à respecter? Mais ce que je déplore dans la plupart des cas, notamment les pays africains, c'est-à-dire que nous avons c'est-à-dire l'armada juridique existe. Mais on arrive Mais dans sa mise en pratique, il y a un défaut. Alors, ce que moi je peux, au-delà de l'éducation, ma proposition serait que, effectivement, les choses existent, tout est déjà établi, mais il faut qu'on renforce l'aspect contrôle des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un poste avec un pouvoir établi, qu'on lui oppose un pouvoir
clairement établi pouvoir aussi. de contrôle. Le pouvoir de contrôle est ce qui fait défaut. Il nous reste 5 minutes d'émission. J'aimerais qu'on brosse en 3 minutes, avant de clore cette émission, la situation, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut envisager un coup d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour mettre fin au cafouillage que l'on connaît en Côte d'Ivoire? Vous qui êtes Ivoirien. Oui, mais on vit déjà en Côte d'Ivoire depuis 2002 dans des conséquences d'un coup d'État qui a été manqué, ça dépend des termes que les gens veulent utiliser. Donc depuis 2002, il n'y a pas de règles constitutionnelles comme il faudrait. D'ailleurs, l'actuel président, il a pour Premier ministre le chef de la rébellion. Oui. Donc, Guillaume Soro. Voilà, il faudrait que ce pays-là... Vous ne citez pas le nom des gens, facilement. Ah non, je peux citer le nom, là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je veux dire qu'il faudrait déjà qu'ils arrivent à un état normal. Quand je parle d'état normal, je parle de fonctionnement normal d'un État. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir au pouvoir des gens qui ont des armes. Il n'y a pas de calendrier précis pour les élections prochaines. Il y a toujours... C'est une forme de coup d'État déjà qui est fait par Babo, là. Non, je ne pense pas... Vous avez pris en otage? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Le problème ivoirien, il faudrait, M. Kitoko, peut-être faire une émission là-dessus. Il est plus complexe que ça. Ah bon? Et oui, il est plus complexe que ça. Lorsqu'on le voit à chaque fois repousser le calendrier électoral d'année en année... Il ne repousse rien. Moi, l'erreur... il y a des communautés à l'extérieur qui le poussent à changer tout ça. Non, mon avis personnel, il ne repousse rien. Je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas avoir voulu discuter avec les gens qui ont attaqué son régime ou qui ont attaqué son pays. Voilà. Je continue de penser que... Mais il compose avec eux aujourd'hui. Oh. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Bon, mais voilà. on n'y arrive pas. La situation de la Côte d'Ivoire. Un coup d'État serait bienvenu? Je crois que la Côte d'Ivoire doit faire beaucoup attention, puisqu'à l'époque, la Côte d'Ivoire, comme le Congo, Kinshasa de l'époque, c'était les greniers de l'Afrique noire. Bon, malheureusement, on a tout pillé au Congo, Brazzaville. Et la Côte d'Ivoire aussi était bien au temps du vieux. Est-ce qu'on peut imaginer un coup d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, absolument. Non, ça ne surprendra plus personne. Donc ça peut arriver, quoi? Ah oui, ça peut arriver. Bon, vraiment, c'est... Le coup d'État peut toujours arriver. Ça peut arriver en Côte d'Ivoire, surtout avec cette ivoirité-là. Là, tout est possible en Côte d'Ivoire, sauf qui peut. Là, au Sénégal, on n'y pense pas, puisque nous, on a des partis, plus de 150 partis politiques, on a plus de 25 ethnies, mais seulement, je ne pense pas que ça puisse arriver au Sénégal. Mais en Côte d'Ivoire, c'est possible. Là, même à l'instant même, il est possible. Juste un mot avant qu'il parle, juste un mot. Il n'y a pas de problème d'ivoirité en Côte d'Ivoire. Voilà, M. Kayino, on va revenir à cette question prochainement pour un autre thème. Rapidement, on va clore l'émission, on va clôturer cette émission. La situation en Côte d'Ivoire, est-ce que vous imaginez qu'un coup d'État soit bienvenu pour mettre fin au cafouillage aujourd'hui? Non. Les dates qui ne sont pas respectées par rapport aux échéances électorales. Non, la donne a un peu évolué, je crois, en Côte d'Ivoire. Certes qu'il y a Gbagbo qui essaie d'évoluer. Il y a Gbagbo qui essaie d'évoluer dans sa politique, notamment en s'attirant beaucoup plus de gens de ce côté. Et du coup, il a un coup d'État, je crois que les Ivoiriens n'en veulent pas pour l'instant. Voilà. Ils n'en veulent pas. Voilà, monsieur, c'est ça. Oui, pour le cas ivoirien, moi je crois que tous les coups d'État fonctionnent avec les mêmes leviers. C'est-à-dire, quand un ras-le-bol vient à naître, il faut trouver des solutions, des voies de sortie. Effectivement, il est toujours à déplorer que des États se livrent à ce type de pratique. Mais la vérité veut que malheureusement, quand on a étudié toutes les voies, qu'on se voit toujours repousser en termes d'échéance par rapport à certaines choses, finalement on se pose la question, qu'est-ce qui est mieux pour nous maintenant ? Est-ce que nous allons continuer indéfiniment à repousser les échéances sous prétexte qu'on ne trouve jamais de concessions assez fortes à un moment donné, ou bien seule la force peut nous délivrer? Je veux dire, c'est une question que les gens se posent très souvent. Mais contrairement à ce qui se passe en Europe, où justement il y a tellement de verrous qui empêchent notamment les militaires de pouvoir surseoir à un pouvoir politique civil, chez nous, ces verrous n'existent pas.
Prenons le cas terre à terre de... Rapidement. Alors, terre à terre. Pourquoi est-ce que les coups d'État ne se peuvent en France? Parce que vous avez... Parce qu'il y a la démocratie. Non, au-delà de la démocratie, vous avez l'armée, mais l'armée a un contre-pouvoir qui est la gendarmerie. C'est parce qu'il y a la démocratie en France. Au-delà, la démocratie est un exemple à suivre. Il n'y a pas que ça. Voilà. Merci en tout cas, chers amis. Monsieur Opéli, vous avez 10 secondes, un mot? Non, je voulais insister, continuer sur ce que disait Cissé pour dire que la démocratie telle qu'elle est conçue et vécue ne suffit pas. Ne suffit pas. Et les coups d'État non plus. On le voit au Cameroun, le monsieur, il est en pleine démocratie, ça fait 20 ans. Voilà, mais les coups d'État non plus ne sont pas souhaités pour l'Afrique. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et donc, le modèle à suivre pour l'Afrique, c'est toujours la démocratie. La démocratie. Alors, que les chefs d'État africains doivent se repentir devant Dieu, peut-être, pour qu'ils comprennent que le pouvoir émane du peuple, il faut respecter le peuple. Merci donc d'avoir suivi cette émission et merci pour votre fidélité. Merci en tout cas pour les intervenants de ce soir. Et donc le public va juger votre intervention. Et nous vous remercions tout en nous écrivant justement sur freeopiniontélésud.com. Merci et à vendredi en 15 pour une nouvelle édition. À très bientôt.